Bonsoir Jonathan Attias. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui interroge, qui bouscule. Ça s'appelle La désobéissance fertile, voilà, pour une écologie offensive. C'est chez Payot. Il y a 2 ans, vous avez tout plaqué. Vous avez lâché une vie de citadin à Paris, un métier de journaliste, pour vivre dans les bois avec votre compagne, vos 2 petites filles. Ça va, là, ça fait pas trop un choc d'être ici? Écoutez, c'est un changement. Ce n'est pas mon quotidien, évidemment, mais c'est assez plaisant de pouvoir témoigner, justement. Ça change un petit peu. Depuis 2 ans, donc, vous vivez en quasi-autarcie, on peut le dire comme ça. Autonomie, plutôt. Autonomie, oui. C'est vrai, il faut faire attention aux mots. En pleine forêt corrézienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette direction-là et ce changement de vie? En fait, avant, en habitant à Paris, j'avais toujours eu une conscience écologique assez présente au travers des nombreux rapports scientifiques qui nous alertaient sur les dérèglements auxquels on doit faire face et les changements que nous devons apporter dans nos vies. Mais il m'était difficile, en fait, de pouvoir me dire que j'allais faire partie de la solution, de pouvoir défendre cette nature. Et c'est en quittant la ville, finalement, avec Caroline, qu'on a pris conscience, ma femme, mais surtout aussi, qui est à l'origine de la désobéissance fertile. Et ensemble, on a réalisé que le seul moyen pour véritablement défendre les écosystèmes, pour véritablement aggrader les territoires, n'était pas d'intellectualiser cette écologie-là, mais de la vivre au plus près de la nature, au plus près de ces écosystèmes. Alors, on va revenir sur ce mot. Vous en parlez dans votre livre, hein, aggrader, l'opposé de dégrader. C'est un mot que vous avez voulu remettre au goût du jour, presque réinventer, puisqu'il n'existe pas vraiment dans cet infinitif-là. On entend parler d'aggradation, mais en agriculture seulement. En gros, ça veut dire régénérer l'environnement, l'améliorer, c'est ça ? Oui, parfaitement. En fait, il est assez surprenant finalement que dans notre dictionnaire, il n'existe pas l'inverse de dégrader et donc notre capacité à améliorer un territoire. Et je pense que ça en dit long d'ailleurs sur le prisme que nous avons, notre humanité, à l'égard des espèces, à l'égard de tout ce qui nous environne. Et toute la réflexion aujourd'hui va être de changer d'histoire, de changer de récit et de narration et nous dire que même si on a été à l'origine de toutes les destructions, de toutes les pollutions que l'on constate, eh ben on peut aussi aujourd'hui faire partie de cette solution et aggrader à notre tour. Et c'est ce que nous apprenons chaque jour, pas à pas, lorsque nous mettons les mains dans la terre, lorsque nous plantons des arbres ou œuvrons à créer une mare. C'est dire que nous pouvons être fiers de notre humanité. Et c'est vraiment un message. Collaborer d'ailleurs collaborer avec la nature. Tout à fait. Où est-ce que vous vivez ? Nous habitons donc en Corrèze, en collectif, dans ce qui était autrefois une parcelle agricole, donc une prairie. Et on a rejoint le projet de François Fleury qui, depuis 15 ans, contribue et œuvre à planter des arbres, à ramener de la vie sous toutes ses formes. Et vous vivez dans des maisons en dur ? Ah pardon, on habite dans des cabanes que nous avons construites nous-mêmes avec les matériaux dont on dispose sur le terrain. Donc du bois pour la structure, de la paille pour les murs et ensuite de l'argile pour enduire ces murs afin d'avoir une isolation. Donc on dit que ce sont des habitats compostables à la façon des nids d'oiseaux parce qu'ils vont se dégrader tout naturellement une fois que notre vie à nous sera passée par là. Votre projet, c'est justement de convaincre le plus de personnes autour de vous. Dans la désobéissance fertile, vous développez cette philosophie de vie, et puis vous donnez aussi des conseils très pratico-pratiques finalement pour s'installer. Quand on vous entend, et on voit là des images absolument bluffantes de votre cabane, qui est une très belle cabane, on se dit que c'est quand même pas à la hauteur de tout le monde. En tout cas, il faut être très débrouillard. Au contraire. Ça prend du temps. Oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et surtout de la volonté, de l'envie. Mais moi qui viens d'un milieu parisien très citadin, je disposais d'aucune connaissance avant de me lancer là-dedans. Et c'est parce que on a fait avec Caroline ce saut dans le vide en allant à la rencontre des territoires, à la rencontre de nos rêves en fait. Parce que en fait, tout est parti d'un rêve, d'une utopie qu'on a voulu réaliser, qui a été de nous dire allons changer de vie et aller vers un monde qu'on souhaiterait voir. Et à partir de ce rêve-là, on a eu énormément d'aide, comme si le fait d'avoir fait un premier pas, une première impulsion, avait envoyé un signal. Il faut beaucoup d'argent pour tout ça ? Juste pour terminer cela, c'est comme si on avait envoyé un signal et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de rêver énormément nos existences. Le problème actuellement, c'est qu'on est enfermé dans des contraintes, dans des schémas, dans des normes qui nous empêchent de rêver véritablement. Et si on veut se sortir de cette situation dans laquelle on est, parce qu'on va vers une 6e extinction de masse,
ce qu'il nous faut réellement, c'est de pouvoir rêver des existences et concrétiser nos utopies. Et c'est vraiment ce qu'on invite à faire et à vivre à travers ce livre pour lequel on consacre beaucoup d'énergie, c'est cela, c'est vivre. Mais du coup, on se pose la question, effectivement, pour avoir les moyens de réaliser ce rêve dont vous parlez, est-ce qu'il faut de l'argent? Très peu. Finalement, parce que nous-mêmes, nous nous sommes dépouillés d'énormément de besoins qui étaient des besoins finalement assez superflus que nous avions en ville. Il faut voir que pour construire une cabane aujourd'hui telle que celle dans laquelle on habite, qui fait 35 mètres carrés, il faut compter moins de 1 000 €. Et quand on voit ce que coûte aujourd'hui un loyer en ville, voilà, on comprend qu'on peut très vite en fait, réduire ses besoins en travaillant à travers l'autonomie, en essayant de pourvoir à un maximum de nos besoins, comme les low-tech peuvent le faire, parce que les low-tech, c'est à l'opposé de... très peu d'énergie. Exactement. Vous avez du chauffage d'ailleurs, de l'électricité, comment est-ce que vous faites, puisque vous êtes dans la décroissance la plus poussée? On essaye de pourvoir à tous nos besoins qui nous semblent être les plus importants, donc évidemment nous chauffer, nous vêtir, nous nourrir, et avec un maximum de joie et de confort, mais on conscientise tous ces besoins. Et comment est-ce que vous chauffez? Alors on dispose d'un poêle à bois et d'un certain nombre de choses qui ont toujours existé en fait, hein. C'est juste qu'on les remet au goût du jour. Mais ce qui est très important à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, on a généré beaucoup de déchets. Par exemple, on a généré beaucoup de ressources qu'on n'utilise plus, et les low-tech, tous ces outils dont on parle, nous permettent d'asseoir un confort, mais un confort que l'on va conscientiser. Justement. Alors justement, on voit que vous avez quand même une machine à laver, tout à fait. Mais pas n'importe laquelle. Regardez, voilà, c'est dans votre livre. D'ailleurs, vous expliquez comment la fabriquer, parce que c'est vous qui l'avez fabriquée. Vous êtes sur un vélo. Oui, alors ce sont des outils qu'on a récupérés en déchetterie, et à partir de là, on a réalisé, on reproduit le schéma du tambour classique d'une machine à laver pour laver nos vêtements, puisqu'on en a besoin, oui. Votre installation, je crois, dans la forêt de Corrèze a été un peu mouvementée, puisque vous êtes sur un terrain non constructif, des riverains se sont plaints. Il a été question d'expulsion. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Alors en fait, les lois en termes d'habitat réversible sont assez compliquées parce qu'elles sont soumises à l'approbation de la mairie, donc d'une commune. Et nous, dans notre mairie, évidemment, le maire n'a pas cette sensibilité écologique, donc ne comprend pas la nécessité de régénérer un territoire et d'aggrader. Mais nous, ce que l'on dit, c'est qu'on n'a pas à attendre que les lois nous autorisent ou nous légitiment dans cette conscience d'agir. Nous sommes parfaitement souverains dans ces actions-là, et nous devons justement dépasser ces injonctions, dépasser ces normes et ces lois qui vont aller contre l'intérêt général. Parce ça, c'est ce que vous dites, et en même temps, le maire, lui, est garant de l'organisation de la commune. Et en même temps, lois à respecter. On retire aux mairies la disposition de soigner, de s'occuper de la santé de leurs habitants. On l'a vu avec les maires qui voulaient refuser l'épandage de pesticides. Donc on dit d'un côté aux communes, vous ne pouvez pas préserver la santé de vos habitants, mais en même temps effectuer des dénonciations pour les empêcher de vivre en harmonie avec la nature. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans la forêt de Corrèze. On y est et on y reste. Et vous y restez. Et vos enfants, ils vont bien ? Et nos enfants, elles sont très heureuses, figurez-vous, et elles s'épanouissent énormément, à la fois au contact des personnes qui viennent nous voir, parce que c'est un lieu de vie qui est assez ouvert, assez partagé et tourné vers le monde, et aussi en allant naviguer d'un monde à l'autre. Donc je pense que c'est une grande richesse qu'elles ont, et quand nous-mêmes, aujourd'hui, nous intéressons aux marques et toutes sortes de choses, et elles, leurs marques, ce sont les plantes, ce sont les arbres et les animaux qui peuplent. Merci beaucoup, voilà. Jonathan Attias. Eh bien, pour en savoir plus sur ce mouvement, la désobéissance fertile, à lire, c'est chez Payot. Merci à vous tout de suite. Merci beaucoup. C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée Présidentielle qui a peur de Marine Le Pen.